Ah, tu filmais pas. Ah oui. T'as lancé? Ouais, j'avais envie de commencer comme ça. Ça va bien, Alexandre? Ça va, Renaud, bonjour. Chers petits observateurs, Alexandre Guiraud, avec nous, ministre des Voitures de Collection. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à un monument, un grand classique, la Ford Mustang. Et que faut-il savoir avant d'acheter une Mustang? Tu m'as surpris quand tu m'as dit ça, parce que je ne pensais pas que c'était dans tes, dans tes goûts au départ, toi qui aimes beaucoup les Italiennes. Tu m'as dit, celle-là, elle est très intéressante. Et tu m'as dit, c'est une voiture qui a plein de qualités. Ouais. Voilà, depuis le début, tu me dis ça. Il faut en parler quand même de la Mustang. Parce que je disais en aparté, c'est quand même la première un peu muscle car américaine. Il y en a eu d'autres à la même époque, hein, les passionnés d'histoire le savent. Mais c'est celle qui a fait un carton. Elle a fait un carton. Ça, c'est une Mustang de première série. Donc, quelle année celle-là? C'est une 66. Ça veut dire que la Mustang est sortie juste avant, en 64. Et les premières séries, alors qu'il y avait chaque année quand même quelques modifications, parce que les Américains, ils faisaient vivre leur voiture très très vite. Mais donc en gros, sur la période 64 jusqu'à 69, qui sont à peu près la première forme de la Mustang, il y en a 2 200 000 qui ont été vendus, quoi. C'est-à-dire c'est un peu notre 2 chevaux à nous, la Mustang aux US. C'est une voiture populaire chez eux. Voiture populaire, voilà. Elle était en location dans tous les aéroports chez Hertz à l'époque. Hein, c'était, voilà, on arrivait, on pouvait louer une Mustang. Donc, c'est un mythe populaire et on va essayer de voir justement pourquoi c'est devenu un mythe et qu'est-ce qu'elle a de génial et quels sont ses défauts aussi, parce qu'elle est aussi bourrée de défauts, évidemment. Pour moi, c'est un archétype d'entrée en collection, un peu comme la Mini, tu parlais de la 2 chevaux, tu parlais, voilà, c'est une voiture qui attire beaucoup de gens, j'allais dire peut-être même comme une première voiture de collection. Et moi, ma première question de base, est-ce que c'est une voiture qu'on peut acheter les yeux fermés du fait de ça? Il y en a eu beaucoup, ou est-ce qu'il y a plein de pièges à éviter? Tu vois, est-ce que tu dirais c'est facile ou attention, danger quand même? Alors, je dirais, elle est très disponible et les pièges sont énormes. Parce que du fait qu'elle est très disponible, tu as toutes sortes de voitures qui ont été un peu pseudo, retapées, bricolées, etc. pour être revendues très embellies. Donc en fait, c'est pas si facile que ça que d'acheter une bonne Mustang. La voiture en soi n'est pas une voiture compliquée au niveau de la technique, mais du fait de son intérêt aujourd'hui en collection, ben, voilà, il ne faut pas tomber dans les pièges. Donc on pourra en parler, il y a quelques pièges à éviter sur cette voiture. Et une deuxième question avant que tu rentres dans le dur. Import ou pas import? Parce que beaucoup ont réimporté des États-Unis, mais est-ce qu'on en trouve en Europe, j'allais dire, qui ont déjà été, entre guillemets, fiabilisés, ou est-ce qu'on passe forcément par les États-Unis? Alors, on va se dire tout de suite la réalité des chiffres. À l'époque, en France, ils en ont vendu 2000 sur 2 200 000. Ah ouais, tu veux dire entre donc, 66 oui, et 69? Donc, en fait, trouver une Mustang qui aurait été que française en France, il doit en rester quelques-unes, mais voilà, c'est assez mission impossible. Et en règle générale, ils s'en vendaient très très peu en Europe. C'est-à-dire que la voiture s'est vendue principalement en Amérique du Nord, donc on va la trouver aux États-Unis et au Canada. Voilà. Alors maintenant, depuis déjà longtemps, hein, depuis les années 80, on les réimporte en Europe. Donc la plupart de celles qu'on va trouver, 90%, sont des voitures de toute façon américaines ou canadiennes. Donc là-dessus, il n'y a vraiment pas vraiment de choix possible en fait. D'accord. Alors, j'ai envie d'une première série. Par quoi je dois commencer à me dire, bon. Alors, déjà, c'est une voiture sur laquelle il y a l'embarras du choix parce que c'est une voiture qui est née avec plusieurs moteurs, plusieurs boîtes de vitesse. C'est-à-dire il y avait un petit 6 cylindres qui venait d'une autre berline. Hein. La voiture a pas mal de choses communes avec une voiture qui était la Ford Falcon, en fait, de la gamme Ford, qui était une voiture mid-size. Il y a eu un V8 et puis il y a eu des V8 après un petit peu plus puissants. Il y a eu des boîtes mécaniques 3, pas beaucoup, et surtout 4 vitesses. Et puis boîte automatique, 3 vitesses, très courante, la plus courante. Donc déjà, il faut déterminer laquelle on veut. Ça, c'est ce qu'on appelle un coupé hardtop, parce qu'en fait, c'est finalement une carrosserie qui est très proche du cabriolet, mais avec un toit en dur. Exactement la même en cabriolet 4 places. Et puis, il y a aussi la fameuse Mustang Fastback, celle du film Bullitt, qui est à l'arrière, type coupé, là, qui est beaucoup plus sportive. Voilà, et qui déjà, ça vaut plus cher. Un peu plus coté, un peu plus rare, etc. Voilà. Alors, le cabriolet ou le coupé hardtop, c'est la Mustang, on va dire, la plus courante. Et là, on est sur le moteur 8 cylindres de petite, entre guillemets, cylindrée. Voilà, celle-là. On a ici un petit logo, là, 289. Alors, sur les américaines, 289, c'est 289 cubic
inches, c'est la cylindrée en fait unitaire de chaque piston. Donc au total, ça fait un moteur de 4,7 litres de cylindrée. Et ce moteur a existé ensuite dans des versions avec des plus grosses cylindrées. C'est-à-dire que quelques années plus tard, ils ont mis dans la Mustang le moteur, par exemple, de l'AC Cobra, qui était un moteur qui faisait carrément 7 litres. Donc c'était démoniaque comme puissance. Donc ça, c'est le bon compromis, je dirais, le 289, le V8 le plus standard, avec une boîte automatique, parce que la voiture, elle est faite pour ça, hein, c'est quand même une américaine. Bien sûr, il y avait des boîtes mécaniques, mais qui ne sont pas forcément très agréables non plus à l'utilisation. Donc je dirais, voilà, sur une voiture loisir, boîte automatique, V8, ça tombe sous le sens. Pour que le public comprenne, cette version-là qu'on a, hein, elle vaut 25 000 €, tu disais, elle à cote peu près, voilà, c'est à peu près. C'est donc, j'allais dire, c'est un peu l'entrée de gamme pour ceux qui voudraient, parce qu'il y a tellement de versions. Voilà, il y a tellement de versions. Là, on se concentre sur une qui est, entre guillemets, la plus accessible. standard, on va dire, voilà. un peu la plus représentative, sur toutes ces premières générations, puisque après 70, il y a un gros facelift, l'avant se modernise, la voiture se muscle un peu, elle est un petit peu moins pure. Donc vraiment, je dirais, les versions de 64 à 67, 68 sont vraiment les plus sympas. Et dans cette combinaison moteur-boîte, c'est assez facile à trouver. J'ai une autre question, vu l'offre qu'il y a, mais la complexité, parce que même moi qui suis ça depuis, c'est vrai qu'on s'y perd entre les options, il y avait un catalogue d'options pas possible. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, face à l'offre, quelqu'un qui serait intéressé peut être exigeant de dire ah ben moi je la veux avec la boîte, tel moteur, telle option, et il trouvera, ou est-ce qu'il vaut mieux se dire j'en prends une qui ne correspond pas forcément à toutes mes options, mais qui est saine par rapport à tout ce que tu vas nous dire. Tu vois, dans ce dédale où, tu vois, jusqu'où on peut mettre le degré d'exigence de ce qu'on veut. Pour choisir une Mustang, je dirais qu'il faut d'abord se donner un budget, parce que bon, on en a de 20 000 € à 200 000 €, après selon les versions. Donc il faut se dire par quelle entrée de budget on y va. Et si on est sur un budget aux alentours de 25 000 € par exemple, ce qui est tout à fait envisageable, on va déjà être globalement sur ce type de version. Donc à partir de là, l'idée c'est de choisir la meilleure qualité de voiture qu'on peut trouver dans le budget qu'on s'est donné. Les versions 6 cylindres, moi je les ai jamais conduites, mais c'est vrai que c'est un petit moteur en termes de puissance, de couple, etc. Donc c'est peut-être moins intéressant, puis on a envie d'avoir le son du V8. Et après, les versions vraiment très très musclées, ce qui ont fait l'appellation muscle car, sont pas des engins faciles à conduire. Déjà avec ce moteur qui fait quand même plus de 200 chevaux, c'est pas une voiture simple, elle est délicate en conduite. Ah bon, ça, je savais pas. Même sur sol sec. En fait, on pourra le voir un peu en dessous de la voiture, mais c'est encore une voiture qui est faite avec un essieu arrière à lame. Peut-être qu'on peut les montrer. Je vais prendre ma lampe. Elle est là, elle est à l'intérieur. Ça sera mieux avec une lampe. Voilà pour Julien qui filme. Mais donc ici, là, on voit nos lames de ressort, hein, et c'est comme sur la diligence de la Wells Fargo. On a des lames comme ça. On a juste ça, l'essieu arrière, les amortisseurs. On n'a même pas de barre stabilisatrice à l'arrière, donc c'est assez basique. Alors on disait que ces deux roues liées, elles ne sont pas indépendantes, c'est-à-dire que ça... Non, c'est deux roues liées avec un essieu donc qui pivote comme ça en donc permanence. Quand on prend un choc à droite, à gauche, on le ressent. Ça répercute beaucoup. C'est un essieu arrière en fonte qui est très lourd, et donc la voiture déjà à l'arrière, elle a tendance à être assez baladeuse et pas très très bien guidée. Alors après, ils ont proposé des améliorations, mais très vite, c'est-à-dire que je crois dès 65, hein, si je ne dis pas de bêtises, il y avait un pack handling tenue de route performance avec des lames un peu plus rigides, avec barres stabilisatrices qui permettaient de conduire un peu plus la voiture et d'utiliser vraiment les 200 chevaux qu'elle proposait. Mais d'origine, on a 4 freins à tambour, on a des essieux à lame à l'arrière, un pont rigide. C'est une voiture très très rustique avec quand même un peu trop de puissance par rapport à son châssis. Donc délicat. Justement, c'est intéressant ce que tu dis là. Toi qui vas partout en Europe pour chercher des voitures, ça typiquement, le fait qu'elle ait le pack handling, etc., c'est quelque chose qui est transparent, tu le vois dans les annonces, les gens le disent tout de suite, ou on peut l'acheter sans le savoir, ou on ne vous le dit pas, ou genre on pense qu'il y est, il n'y est pas. Tu vois ce que je veux dire? Ou est-ce qu'il y a une transparence qui fait que, ça, il faut
il faut justement quelqu'un comme toi qui va en dessous avec la loupe et qui dise, ouais, elle l'a. Alors, normalement, les gens qui vendent les voitures vont vous dire effectivement qu'est-ce qu'elle a comme équipement, parce qu'il y avait beaucoup d'équipements qui étaient à la carte. Il y avait des différences de tableau de bord, d'instruments, il y avait des différences de sièges. Il y en avait qui pouvaient avoir le petit cheval, le petit Mustang qui était brodé sur les sièges. Ce n'est pas le cas de celle-ci, mais ça, c'était l'option, la fameuse option Pony. Donc, il y avait des choses vraiment supplémentaires qui arrivaient dans la voiture. Donc, normalement, c'est dit. Mais et toi, après, tu en vois beaucoup, justement. Le problème, c'est qu'en fait, souvent, elles ont été faites avec plusieurs voitures. C'est-à-dire qu'une auto comme ça, elle a été restaurée un jour. Quand elle a été restaurée, on a pu avoir envie de modifier ses freins. Il y en a beaucoup qui sont passés en frein à disque à l'avant. C'est le cas là Non, là on est encore sur une auto qui a des gros tambours, hein. On les voit ici en transparence. Donc c'est des tambours à l'avant et à l'arrière. Il y avait l'option pour $50 de plus, on pouvait avoir des disques à l'avant. J'ai relu ça dans un vieux catalogue, c'était rigolo. Bon, mais blague à part, ça freinait pas beaucoup mieux avec les freins à disque parce que c'était pas non plus des disques très performants. Le freinage, c'est toujours le problème de base de la Mustang et la tenue de route, surtout de l'arrière. J'ai conduit il y a des années une Mustang comme celle-là en cabriolet, une 66 ou 67 avec les freins à tambour dans les rues de Sèvres, qui sont quand même assez pentues. J'ai cru que je m'arrêterais jamais en bas. Hein. Ah ouais. J'ai eu de la chance. Il fallait freiner, il fallait vraiment se mettre debout sur les freins. Et à l'époque, je conduisais déjà des voitures anciennes, donc je n'avais pas l'habitude de ça. Voilà, donc il faut anticiper les choses. Après, ça marche bien, hein, mais je veux dire, il faut anticiper quand même beaucoup les distances, etc. Il y a tellement de puissance qui arrive vite à l'arrière que la voiture peut se zigzaguer et prendre beaucoup d'angles du train arrière assez vite, quoi. Elles avaient les directions assistées de série ou c'était des options? C'était une option, mais qui est très courante. Donc beaucoup de voitures ont la direction assistée, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on regarde une fois qu'on se dit, bon, ok, je vais faire attention, j'ai choisi mon modèle, j'ai mon budget. Alors, qu'est-ce qu'on va regarder sur nos Mustangs? Bon, comme sur toute ancienne, évidemment, on va regarder la corrosion, parce que là, ce n'est pas une voiture en fibre de verre, hein, comme certaines Corvettes, c'est une voiture qui est faite en vrai métal. Donc, les parties extérieures, c'est assez facile à voir, parce qu'il y a énormément de vide derrière, hein. Donc on peut mettre la main assez loin. On peut, je dirais, même au niveau sonore, tout de suite se dire « Ok, c'est bien, ça sonne métallique ». Si on peut avoir un petit appareil qui mesure les épaisseurs de peinture, c'est encore mieux parce que ça va plus vite nous détecter s'il y a du mastic dans certaines zones. En tous les cas, il faut déjà que toute la peau extérieure de la voiture, les portières, les ailes, soit sain, qu'on n'ait pas de cloque de rouille, etc. Ça, c'est, je dirais, les basiques de toute ancienne. Les deux questions, est-ce qu'avec le temps, elles ont toutes besoin d'avoir été refaites parce qu'elles n'étaient pas protégées à l'époque? Ouais. Donc, est-ce qu'il faut avoir la preuve qu'elle a été refaite? Et t'entends, tu me dis, c'est obligé, sinon il y a de la rouille en dessous. Et deux, j'ai souvent entendu que les voitures américaines étaient souvent très bien repeintes, maquillées, mais que c'était choucrouté en dessous, qu'il fallait être très vigilant en dessous. Est-ce que tu confirmes ces deux choses? Alors, sur le premier point, oui, si elle n'a pas été refaite en tôlerie, c'est pratiquement impossible qu'elle soit totalement saine. Quoique, évidemment, si elle a passé sa vie, mettons, dans le Nevada, avec un climat très chaud, très sec, etc., il peut y avoir des voitures qui ont une coque d'origine très préservée. Elle aura peut-être une peinture passée, mais elle sera saine. Après, effectivement, attention aux restaurations américaines. Alors, on a toujours peur de nos voisins. On dit les Allemands, ils truquent les compteurs, les Américains, ils mettent du mastic, et les Français, ils font aussi la même chose. Mais le fait est que beaucoup ont été restaurés aux États-Unis, comme ce sont des Américaines. C'est vrai qu'il y a beaucoup de restaurations économiques là-bas sur ce type de voiture, parce que voiture très abondante, qui n'a pas une cote très élevée, donc quelqu'un ne va pas mettre $20 000 de carrosserie si la voiture en vaut 15 000, quoi. Donc en général, restauration, si on n'a pas des photos un peu précises de avant, après, c'est pas facile d'évaluer si on n'a pas un petit peu la sensibilité voiture ancienne. Qu'est-ce que tu vas regarder toi, par exemple, si tu t'en cherches une pour quelqu'un, tu vas vraiment la mettre sur un pont et tu vas aller regarder, taper tout, il faut vraiment aller moi chercher. Je vais vraiment regarder toutes les parties métalliques, toutes les épaisseurs de peinture, traquer la moindre boursouflure suspecte, etc. Et après, je vais regarder sous la voiture, ce qui est assez facile à voir parce que c'est une voiture qui a
qui a des gros éléments à l'avant. Il y a un gros berceau moteur qui est fait de poutres métalliques. Je pense que tu peux en voir un petit bout ici, hein. Donc en fait, on va regarder ça si ça n'a pas été déformé ou réparé. Parce que s'il y a eu un gros choc avant, toute la partie ici là, que je montre qui tient l'avant de la voiture, il va avoir des traces de soudure ou de réparation. Et donc, on a des chances d'avoir une voiture qui, derrière, ne va pas rouler droit. Il y a beaucoup d'histoires de Mustang qu'on n'arrive jamais à régler au niveau du parallélisme, du carrossage, de la chasse, etc. C'est-à-dire qu'on n'arrive jamais à les faire rouler droit parce qu'on s'est aperçu qu'en fait, elles ont déjà été tellement de fois réparées, notamment sur leur partie avant, qu'au final, on n'arrive absolument jamais à mettre les roues comme elles devraient être totalement dans l'axe. Mais ça veut dire qu'on peut quand même changer tout le train avant, dans ce cas-là, par un neuf et corriger ça. Oui, on peut refaire des choses. Mais là aussi, si on a déjà acheté la voiture, mettons 20 000 euros, tu perds tout ce que tu veux. Voilà, on va pas refaire. Alors, on voit assez bien les choses là aussi dans le compartiment moteur parce que les éléments de carrosserie sont boulonnés. Donc, c'est très facile de changer. Hein, toutes ces tôles qu'on voit qui font l'intérieur, c'est très facile de les changer. Par contre, ce qui est plus difficile de changer, ou alors il faut le changer par un élément neuf ou d'occasion, c'est ce que je montrais en dessous là, c'est cette grosse structure qui est ici et qui tient vraiment avec force l'avant de la voiture. Donc vérifier à nouveau qu'on n'a pas de corrosion sur les parois internes, qu'on n'a pas de corrosion non plus. Celle-là, elle me semble très saine. Celle-là est très saine, oui, elle est très saine. Ça a été refait, ça? Oui, c'est une voiture qui a été refaite, mais c'est une voiture qui a peu de kilomètres d'origine et vérifiable d'après ce que le propriétaire connaît de son histoire, parce que je crois qu'elle a 47 000 miles d'origine réelle, et ça, c'est assez rare. Les numéros de frappe, alors, bon, ils sont là, mais vous voyez, comme ils sont là, mais sur un élément qui peut être démonté et remplacé, ça a pu être refrappé. C'est-à-dire que l'authenticité de la voiture par rapport à son numéro d'usine, sa fiche constructeur, etc., n'est pas forcément totalement garantie. C'est bien tout le problème avec ces Américaines de cette époque-là. D'arriver à avoir une traçabilité. D'arriver à être sûr que j'achète une voiture qui termine avec numéro 77. Est-ce que c'est vraiment elle ou est-ce que c'est pas une autre qu'on a refrappée à cet endroit-là? Bon, alors c'est pas que avec les Mustangs, hein, c'est vrai aussi avec d'autres voitures européennes anciennes où c'était assez facile de modifier un numéro de châssis. Bon. Mais alors, Alexandre, si je te suis, ce côté relativement rustique la rend finalement assez facile d'entretien et à fiabiliser. On n'est pas dans de la complexité, on n'est pas, j'ai même envie de dire un mécano un peu. Hein, oui. Si elle est saine, on voit bien que voilà, c'est pas. Exactement. Y a pas besoin d'avoir la plus douce, quoi. La bonne nouvelle, c'est que là, on est sur un des moteurs qui a été le plus produit au monde dans l'industrie automobile, parce que le V8 Ford, je dirais, c'est comme le bicylindre Citroën de la 2 chevaux. C'est un classique de chez classique. Ils en ont fait pendant des années. Donc, on n'a aucun problème de pièces aujourd'hui. C'est-à-dire que bon, le bloc moteur, déjà, tout ce qui est en bleu, Ford les peignait en bleu à l'époque. Hein, c'est totalement normal. C'est un bloc moteur qui est très très solide, déjà de conception. Et après, la partie qu'on peut être amené à refaire, c'est-à-dire la partie soupape, arbre à cam, etc., ou même changement des pistons, on trouve tout ce qu'on veut en équipement aujourd'hui. La partie allumage, ici on est sur une voiture qui a un allumage électronique, ce qui est très bien, ça donne une meilleure stabilité de l'allumage, et puis surtout on n'a aucun entretien, aucune pièce à changer dans le temps, pas de rupteur, pas de condensateur qui tombe en panne. Ça, c'est des améliorations qu'on fait volontiers aujourd'hui. La direction assistée, ça c'est une pompe de direction assistée qui a été faite par Ford pendant quasiment 20 ans sur tous ces modèles, donc aucune difficulté. Donc voilà, et alors il y a un élément quand même qui est frappant, c'est la petitesse du radiateur par rapport à cet énorme moteur 4,7 litres. Et ça, c'est un peu le point névralgique, c'est le refroidissement, parce que voiture de grande série faite un peu pour cruiser à 55 miles, mais pas faite pour... Alors, elle a fait quand même, attention, elle a fait le rallye du Monte-Carlo, mais elles étaient préparées. C'est-à-dire que deux séries... Donc, on mettait un radiateur plus grand. Un petit radiateur. Donc, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se disent, bon, elle chauffe un peu tout ça, qu'est-ce que je fais? Alors, déjà, faites détartrer vos radiateurs, parce que souvent, les radiateurs anciens sont très bons, simplement, avec le temps. Le flux d'eau, il est plus très bon à l'intérieur. Après, on peut même faire changer le faisceau du radiateur.
Il y a beaucoup de gens qui mettent des radiateurs en aluminium moderne. Alors bon, évidemment, ça marche, ça se voit tout de suite, mais c'est pas forcément la seule solution. On peut rester dans l'origine, mais en améliorant et en entretenant le radiateur d'origine. Mais il n'y a aucune difficulté. Tout dépend de l'usage aussi. Si je dis voilà, oui. Exactement. Mais c'est pas le cas sur ces premières séries-là. C'est plus quand même. C'est plus des voitures de balade qui ont de la puissance, mais on va pas chercher les régimes hauts, on va pas chercher la vitesse, etc. Donc c'est très facile. Le domaine de la pièce pour l'américaine, tout est fabriqué, refabriqué. Il y a beaucoup d'améliorations qu'on peut faire. Ça se faisait déjà à l'époque. C'est-à-dire qu'on met un plus gros filtre à air, voilà, ici avec un grillage pour avoir une admission d'air un peu plus directe. Bon, tous ces aspects un peu performance, ça c'est vraiment dans la génétique de cette voiture-là. Il ne faut surtout pas se dire « Ah oui, mais ça, c'est pas l'allumeur d'origine ». Non, on s'amuse avec ça. C'est pas l'allumeur d'origine, mais ça tourne tellement mieux comme ça que pourquoi s'en priver, quoi, voilà. Donc oui, c'est facile et il y a de la place pour travailler, on le voit tout de suite. Elle a un capot, on pourrait mettre un V12, donc il est immense. Il y a de la place pour travailler. Je dirais que pour les mécaniciens, c'est une bonne voiture. Personne ne vous dira « Oh là là, une Mustang, j'en veux pas ». Non, c'est que du bonheur à travailler. D'accord. Donc, est-ce que ensuite... Moi, depuis tout à l'heure, j'ai ces pare-chocs chromés là qui me font. Et ça, le cheval, tout le fameux cheval Mustang. Presque, je sais aussi, on retrouve tout aussi. C'est à l'avenant du moteur. Oui, voilà. C'est-à-dire que c'est une voiture très demandée. Comme c'est une voiture qui est très demandée, on n'aura pas de mal si on achète une voiture. On dit ah oui, mais bon, il manque une lettre ici, ou là tout est déchromé, ou alors mon pare-choc il a pris des coups. Bon, on retrouve des éléments qui sont neufs. C'est pas très onéreux, donc. Voilà, le vrai piège, en fait, c'est surtout la carrosserie, la structure de la voiture. Il ne faut pas se faire avoir, on va dire, là-dessus. Le reste, après, on peut aller voir les prix. J'ai une idée, pour avoir un ordre d'idée, un pare-choc en chrome comme ça, parce qu'il m'a l'air magnifique, ça vaut combien une pièce comme ça ? Il faut mettre jusqu'à combien s'il est abîmé Des pare-chocs comme ça, tu vas trouver ça dans les 300-400 €. D'accord. Et ça, par exemple, voilà. Le pony là sur... c'est du vrai, je pensais que c'est du plastique. Ouais, c'est du métal. C'est du métal. Alors, je ne sais pas combien ça coûte un logo, il faudrait regarder, mais il y a tellement de fournisseurs de pièces. Mais ça peut aller vite. En 24 heures, tu commandes tout ce que tu veux. Voilà. Oui, ça va quand même vite. Le mec qui te refile en disant non, mais vous allez tout trouver ce que tu dis. C'est vrai. T'as un ion là, ça tu l'as pas, ça tu l'as pas, je sais pas, ça tu l'as pas. Justement, tu as payé ta voiture que 25, voilà. Tu peux vite quand même te retrouver avec 2-3 000 balles de pièces. Non, à 25 000 €, il faut avoir une voiture qui est complète et qui ne nécessite pas de changer des éléments de décoration, etc. Voilà. Après, on peut se faire plaisir sur les roues. Très souvent, les clients à l'époque, Ford proposait un modèle de jantes optionnelles plus sportives. Et puis après, il y avait plein d'autres choses. Et ça, c'est des jantes de Mustang qui existaient à l'époque. Ce n'est pas des refabrications. Donc, c'était déjà des jantes très sportives. On voit qu'elles ont un déport énorme. Le déport, en fait, c'est la distance que je montre avec mes doigts entre le moyeu de la roue et l'extérieur de la jante. Donc, pourquoi on met du déport ? Parce que d'origine, avec les roues de la Mustang qui étaient des petites roues très rentrées à l'intérieur, les pneus, ils arrivaient là. Donc, on avait une voiture avec une grosse caisse et puis des petites roues rentrées. Et donc là, on arrive à avoir pratiquement comme dans une voiture moderne, des gros pneus qui affleurent la carrosserie et ça lui va très bien, mais grâce au déport en fait, qui permet de monter des pneus beaucoup plus larges. Ce qui est aussi génial sur cette voiture, c'est le nombre de détails qui sont du trompe-l'œil. Alors, le plus extraordinaire et le plus connu, c'est la fameuse fausse prise d'air. Purement c'est de la décoration. Pourquoi on mettrait une prise d'air ? Le moteur n'est pas à l'arrière. Donc, pour refroidir les freins, mais qui sont à tambour, j'y crois pas. Donc, mais le designer, là, voilà, c'est très glamour. On a cette fausse prise d'air ici. À l'arrière aussi, on a ce logo là qui est massif, qui sert simplement à embellir la voiture. Je veux dire, il est magnifique. Il a pas, c'est même pas la. Il y a plein de gens qui le posent sur leur bureau, mais c'est vrai qu'il est beau. Il n'a pas de fonction. C'est quand même. C'est le réservoir, je veux dire. Mais on pourrait penser que c'est la poignée pour ouvrir le coffre, mais non. Il y a juste une toute petite serrure à la clé. Donc voilà, ça signe bien la voiture. Elle a évidemment 2 gros pots d'échappement. C'est ce que j'allais dire, c'est un échappement. Quand même, parce que c'est un moteur en V. Oui, c'est de l'inox qui est poli. Mais elle a un moteur en V, donc il y a 2 lignes d'échappement naturelles. Bon, vous auriez pu en mettre 4, mais voilà, c'est joli. Même les feux de recul ici sont bien travaillés. Donc il y a tout un travail de finition de la voiture. Une voiture qui a des finitions qui en jettent, mais avec
un moteur, une boîte de grande série qui coûtait pas cher à fabriquer. Donc on mettait un petit peu d'argent, un petit peu de valeur dans les détails. Et alors encore à l'intérieur aussi, hein. Vas-y, mets-toi au volant. Tu parlais, pour moi, ils avaient des banquettes séparées. Celle-là, elle a une banquette complète. L'assise est d'une seule pièce. Hein, là aussi, c'est une option parce que certaines avaient 2 sièges séparés. Alors, il y avait aussi des 2 sièges, mais la plupart des Mustangs, c'est comme ça. On a des dossiers qui se rabattent tout simplement. On a vraiment 4 vraies places, c'est des belles places à l'arrière. Hein. On peut se mettre à 4 ou à 5. Puis là, ça pouvait servir à mettre une 6e personne, mais enfin, normalement, c'était pas trop prévu pour. Donc, ce qui fait que c'est quand même très, très agréable sur l'avant de la voiture. C'est très convivial. Et puis, qu'est-ce qu'il faut inspecter aussi? Alors, on va trouver 3 Mustangs à vendre et on va se dire elles n'ont pas le même intérieur. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il y avait un tableau de bord de série qui était ultra basique. Et après, on pouvait avoir un tableau de bord un petit peu plus évolué, avec plus d'instruments. Par exemple, celle-là, elle a déjà la température d'eau qui est là. Elle a l'huile qui est là, bon, une jauge à essence et un ampèremètre, voilà. Je crois que de série, il y en avait moins que ça hein, sur la Mustang vraiment complètement de base. Et surtout, il y en avait beaucoup qui avaient 2 fûts chromés à gauche et à droite. Ah, ça a apparu un petit peu plus tard. Voilà. Ah ouais. Bien sûr, il y en a qui ont des radios, celle-là n'en a pas. Il y en a qui avaient la clim, hein, c'était une option qu'on pouvait avoir. Donc là, il n'y a pas de clim, on est dans un intérieur relativement simple. Je précise, c'est pas le volant d'origine, c'est un plus petit volant, un peu plus moderne, bon, qui a un style aussi Mustang, mais qui permet d'avoir un peu moins, parce que c'est vrai que les volants c'était des grands volants bac sont très très grands. Et cette voiture-là a la direction assistée, donc bon, c'est vrai qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir un angle énorme, voilà. Donc ça, c'est la fameuse boîte automatique Ford, là, la Cruise-O-Matic. Qui est très efficace, hein, qui n'a que 3 vitesses, mais ça va très très bien avec le couple du moteur. Et puis bah là, on a juste les commandes de chauffage et c'est très simple. Hein. Il y a peu d'équipement dans une Mustang. Mais c'était bien fini pour l'époque, c'était costaud, ça vieillit bien tout ça, ou là aussi, ça peut. Enfin, alors, tu vois. Non, à quoi il faut faire attention plus. C'était pas bien fini selon nos standards. C'est-à-dire que bon, selon les standards de l'époque, je dirais que c'était dans la moyenne d'une voiture populaire qu'on aurait pu comparer en Europe à une voiture d'un constructeur, je sais pas, chez Renault mais c'était pas Mercedes quoi, qui était peut-être le seul à l'époque à faire quelque chose qui sortait du lot. Et c'était pas non plus dans les détails comme une Cadillac qui était luxueuse, etc. C'est-à-dire qu'en fait tout est beaucoup en plastique, tu vois. Ça veut faire du chrome, mais c'est du plastique avec une petite peinture qui s'en va un petit peu avec le temps, qui est partie d'ailleurs de ce côté-là, voilà. Mais on ne peut pas lui reprocher ça. C'était une voiture populaire aussi en termes de prix de vente. C'était pas une voiture chère. Donc, il faut remettre ça dans le contexte. Aujourd'hui, elle est devenue un petit peu une voiture de collection un petit peu chère. Mais qu'est-ce qui coûte le plus cher à refaire? C'est plutôt le moteur ou l'intérieur? Justement, si on a un intérieur fatigué, qu'on veut refaire une sellerie, changer des trucs, tu vois, tu dirais de méfiez-vous ou c'est kiff-kiff? Disons que c'est... L'intérieur, ça peut être assez immédiat parce que bon, si on veut rechanger toute une sellerie, on va trouver déjà des éléments qui sont cousus, qu'on peut réenfiler, etc. Après, si les sièges sont complètement affaissés, ça va pas être suffisant. Mais refaire un moteur complet, si on a le moteur et la boîte qui sont pas bons, ça va quand même coûter plus cher que de refaire une sellerie, c'est sûr. Je veux dire, si on doit faire un intérieur complet aujourd'hui là-dessus, on va pas en général aller faire un travail de sellerie chez un artisan. Ouais. On va acheter des panneaux de porte déjà fabriqués en usine, des sièges déjà, des coiffes de sièges prêtes à garnir. Donc, on va simplifier un petit peu la vie. Et voilà. Il y a un petit côté Lego, je peux acheter les pièces. Pour 2000 €, 2500 €, on va à peu près se refaire à l'intérieur de voitures tout à fait honorable. Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses aussi auxquelles il faut être vigilant tu vois, toujours après avoir vu de la carrosserie, du moteur et de l'intérieur? Moi, je dirais
Essayez, roulez un peu avec pour voir si ça vous plaît, parce que c'est une voiture qui a beaucoup de caractère. Je disais, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais elle n'est pas forcément si évidente que ça à conduire. Et probablement que si vous voulez vraiment faire de la distance et rouler un peu avec, vous allez améliorer beaucoup de choses. Alors la question C'est-à-dire va que vous allez être améliorer, vous allez devoir améliorer. freinage et suspension. Donc, soit vous dites, ok, moi je vais pas rouler beaucoup, j'en prends une comme elle était à l'époque, c'est-à-dire pas facile à conduire dans nos routes actuelles. Et vous allez peut-être être un petit peu limité dès que vous avez envie de faire de la route parce qu'elle va vous fatiguer, parce qu'elle va vous préoccuper un peu mentalement. Ou alors, prenez-en une qui a déjà été optimisée, Il y en a beaucoup qui ont été optimisés. qui a un amortissement, qui a des lames plus fermes, qui tient mieux la route, qui a un freinage à disque, etc. Auquel cas, vous allez pouvoir rouler un peu plus sans transpirer à chaque fois que vous prenez un rond-point ou que vous prenez une descente. Oui, non. C'est quand même une voiture qui est très motorisée, qui freine pas beaucoup, qui a une tenue de route pas évidente quand on n'a pas l'habitude. Donc, c'est très déconcertant à conduire si on se jette là-dedans. Et il faut faire le choix de quel Mustang on veut. Une Mustang à conduire ou une Mustang, je dirais, juste à regarder pour aller au rassemblement le dimanche. Donc, il y a un peu un choix à faire. En fait. Moi, mon conseil, ça serait de dire, voilà, si vous en voulez une pour rouler un peu, parce que c'est une bonne routière, avec un peu de préparation, soit vous en achetez une déjà préparée pour ça, soit vous vous dites qu'il y a un budget à y consacrer, en plus du budget d'achat. Donc si vous achetez la voiture entre 20 et 25 000 euros, se dire que derrière, on se garde peut-être 2 000 euros, 2 500 euros pour pouvoir faire un vrai gros travail, suspension, freinage, pour profiter de la voiture plus sereinement en fait. Il y a beaucoup d'importateurs d'américaines qu'on peut voir sur le net, dans les magazines spécialisés. Toi, tu conseilles quoi justement Parce que l'acheter les yeux fermés aux États-Unis sans être quelqu'un qui est allé la voir, c'est dangereux. Hein, toujours, on ne sait pas ce qu'on va recevoir. Donc, encore une fois, c'était ma question du début, mais est-ce qu'il faut privilégier une version qui a déjà, on va dire, un poil d'historique en Europe pour prendre moins de risques, ou parce que c'est tentant, il y a des prix très alléchants aux États-Unis. On peut en trouver la même, j'allais dire peut-être sans doute pour 15 000 $, comme tu disais. Mais après, il faut la rapatrier, il faut l'immatriculer. Bon, c'est un peu voilà. Qu'est-ce que tu conseilles, toi? Y a deux choses qui peuvent bien fonctionner. Se renseigner sur les importateurs, parce qu'il y en a des très sérieux. Donc, en fait, vous trouverez vite l'information réputation en cherchant un peu sur Internet. Donc, et passer par un importateur sérieux, auquel cas, il va vous vendre une voiture et il ne va pas vous vendre des problèmes. Il a envie de garder sa réputation. Vous la payerez évidemment plus cher que si vous la faites importer vous-même des États-Unis, mais c'est normal. Il vous apporte son expérience et sa valeur ajoutée. L'importer tout seul des États-Unis, je dirais très risqué, parce que là, c'est un peu la roulette russe. Vous tombez sur la bonne ou vous tombez sur un oignon, et là, c'est la catastrophe. Et après, le bon plan, sinon, c'est de prendre un peu plus de temps, de voir chez des particuliers de voitures qui sont déjà depuis pas mal d'années en France immatriculées, qui roulent, qui sont chez des amateurs, et d'essayer de racheter une de ces voitures-là, que vous allez trouver aussi dans les petites annonces, où là, vous serez aussi en toute confiance, parce que vous savez que vous achetez la voiture de quelqu'un qui roule avec, qui est passionné, qui en a pris soin, qui a amélioré peut-être certaines choses, etc. Mais évitez vraiment ce que j'appelle les voitures de négoce qui arrivent tout juste des douaniers des États-Unis, sur lesquelles on n'a aucune historique, on ne sait pas quels travaux sont faits, voilà, et qui sont commercialisés par des intermédiaires dont vous ne savez pas trop ce qu'ils valent en termes de connaissances et de compétences, quoi. Pareil, il ne faut pas se presser parce qu'il y en a quand même beaucoup. Oui. Donc, il ne faut pas croire qu'à chaque fois on a l'oiseau rare. Il y en aura toujours. Il y en aura toujours une suivante. Hein. Si vous en loupez, même si vous en vouliez une blanche intérieur blanc, ok, il y en aura toujours une autre dans quelques mois qui ressemblera à celle de vos rêves. Donc prenez votre temps. Ouais, c'est une voiture qui est disponible. J'ai une dernière question. Quel est son avenir en collection? Est-ce que sa cote est stable aujourd'hui, vu l'offre et vu ce qui se passe, tu vois? Donc, est-ce qu'on fait un achat raisonnable en sachant qu'on la revendra le même prix, ou est-ce qu'elles ont encore un potentiel de croissance, ou ça y est, on est arrivé à des plateaux? C'est une voiture qui est en plateau, parce qu'en fait, elle est abondamment disponible sur le marché. Elle parle beaucoup quand même aux baby-boomers, donc maintenant la demande va peut-être aussi un petit peu ralentir, parce que je dirais que c'est assez générationnel comme type d'achat. Donc elle est tout à fait stable, on peut dire. D'accord. Donc ça bouge pas. Ça bouge pas. Voilà. Tu as un dernier mot, Jean-Pierre, ou tu as quelque chose à ajouter? Tu as quelque chose à ajouter, ou on a fait le tour? Non, on a fait le tour. Voilà, c'est, si vous voulez un peu la muscle car emblématique, allez-y. Voilà, c'est une chouette voiture. Et puis elle est spacieuse, elle est sans être trop encombrante, parce qu'elle fait moins de 5 mètres, donc elle n'est pas trop grosse.
mais on y va en famille aussi, et ça c'est sympa. Il y a un grand coffre, on part un week-end en Mustang. Oui, c'est généreux. C'est très généreux comme voiture. Mais là, moi je résumerais ce que tu dis, c'est raisonnable. Ouais. On peut avoir quand même du simple au doux, mais en fonction de ce que... Mais moi, ce que j'ai appris, c'est que non, la confiez pas au premier venu à votre fils ou votre fille Par qui vient de contre, passer le permis. Non, attention. Je n'imaginais pas du tout, je pensais que c'était très simple. Apprenez à la conduire, j'irai progressivement ou même sur un grand parking le dimanche. À ce point-là, pour voir comment elle réagit en accélérant, en contre-braquage et tout. Parce que même sur du sec, et alors encore plus sur du mouillé, voilà, si elle est dans sa configuration, on va dire stock, comme on dit, de série, c'est assez bestial et c'est pas évident à conduire. Et puis anticipez bien le freinage. Alors il y a des freins qui n'étaient pas assistés la plupart du temps. Certains avaient l'assistance en option, d'autres l'ont monté après, donc pédale plus facile avec l'assistance. Mais dans tous les cas, distance de freinage, train arrière, ça, c'est pas reposant pour la tête. Je veux dire, on la conduit pas comme ça. Je pensais, moi, tu vois. Voilà. On apprend toujours avec toi. Allez. Bon, merci Alexandre, on se retrouve pour d'autres que faut-il savoir avant d'acheter sur les voitures qui sont là autour de nous, vous les devinez, voilà, vous allez les retrouver. À bientôt. Tu veux faire un son moteur parce que c'est quand même extraordinaire. C'est vrai, les gens nous disent... Ah oui. Ah ouais. Ça, c'est du son moteur. Mais les phares, pour voir, c'est où? Là, c'est là. Là, t'as mis des feux à LED, là. Non? Il y a des feux à LED, là. Ouais, elle a des feux à LED, ouais. Regarde les feux à LED. Là, c'est puissant, là. Bon, ben voilà, on finira sur le son du V8. Merci, Alexandre.